Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le nouveau podcast des apéros Motion Design. Vous le savez peut-être déjà, mais les apéros Motion Design, ce sont des afterworks organisés à Strasbourg autour du Motion Design. Plusieurs formats sont généralement proposés, apéro afterwork, apéro conférence, table ronde, le tout gratuitement. Notre objectif est avant tout de faire rayonner le Motion Design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Avec le confinement, ces événements sont bien entendu suspendus, mais on avait envie de continuer à vous proposer des contenus créatifs. On a donc pensé à un podcast. Rencontrer des créatifs, en apprendre plus sur leur parcours, leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce deuxième épisode, je discute avec Mehdi Awishawi, un key animator ou animateur clé dans l'industrie du manga. De ses premières expériences là-bas et des différences de production entre la France et le Japon. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec Mehdi. Bonne écoute. Salut Mehdi, ça va ? Ouais, très bien, et toi ? Écoute, bien, nickel. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est cool. Comment ça se passe toi le déconfinement jusqu'à maintenant, ça va ? Tranquille ? Ça va, bah j'ai toujours pas mal de travail, donc Ouais. c'est à peu près pareil, on va dire. C'est juste que je sors un peu faire une balade à vélo vers le soir, vers 19h, comme ça, pour me changer les idées. Ouais. Mais sinon, toujours très busy, donc pas beaucoup de temps. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok. Tu disais que tu souhaitais parler un peu de la différence de production dans la France et le Japon. Mais je voudrais juste que tu reviennes un peu sur le parcours, du coup, et sur ton métier maintenant exact que tu fais aujourd'hui. Du coup, en fait, moi, je suis animateur 2D. Ouais. Et aussi, je fais un peu de chara design. Donc, en gros, je bosse principalement avec des studios japonais et des studios européens. Donc, je fais les deux. Ok. Donc, j'ai vécu 4 ans au Japon, durant lesquels j'ai travaillé en grande partie pour les studios japonais. Je continue d'ailleurs à le faire. Ouais. Donc, je suis de retour en France. Et en gros, j'alterne entre les prods de séries et de longs métrages au Japon. D'accord. Donc de séries comme My Hero Academia, Cannon Buster, comme Space Battleship Yamato, de longs métrages comme le dernier long métrage de City Hunter. Ok, cool. Aussi Dragon Ball Super Broly. Yes. celui où j'ai le plus de mal à m'en souvenir, mais c'est celui qui est le plus connu. Donc voilà. Oui, donc voilà, je continue à travailler en ce moment sur du long métrage pour le Japon aussi. Ok, cool. Donc voilà. Et en parallèle, je travaille pas mal pour de la publicité en Europe, sur des formats assez courts. Donc c'est la publicité qui requiert un peu d'animation 2D, quoi. D'accord. Ah ouais. Donc voilà. Donc c'est pas du tout le même champ de travail, quoi. C'est pas pareil. Ouais, les techniques sont pas pareilles. On utilise plus de logiciels, on est plus basé sur les logiciels en Europe. Et les projets sont forcément plus courts et plus faciles, on va dire, à réaliser, alors qu'au Japon, c'est quand même une grosse inertie, c'est des grosses machines. Et puis, ils travaillent beaucoup sur papier, donc il y a toute cette phase où moi, je travaille sur tablette, et du coup, il faut que j'imprime ou qu'on imprime mes dessins et qu'ils soient corrigés, et ensuite qu'ils soient réimprimés, enfin qu'ils soient rescannés pour me les envoyer à moi pour que je puisse les appliquer sur le logiciel, etc. Ah ouais. De temps en temps, je travaille sur papier au Japon, mais la majeure partie du temps, c'est numérique. Ok. Et c'est parce que t'es plus à l'aise numériquement ou c'est Ouais, c'est juste qu'en gros, j'ai été formé, je me suis formé, on va dire, à utiliser du numérique, puisqu'en Europe, c'est ce qu'on utilise le plus au final. Ouais. Des logiciels, différents types de logiciels comme TV Paint, Clip Studio Paint, plein de logiciels d'anime comme ça qu'on utilise, Flash, etc. Donc voilà. Ok. Et du coup, moi, je me suis habitué à utiliser ces logiciels-là. Ok. Et d'accord. Ça marche. Et du coup, au niveau des études que t'as fait, c'était quoi exactement ? Alors, ouais. Bah, en fait, le parcours que j'ai fait, il a pas rien à voir, mais il est un peu déconnecté. En fait, j'ai fait un parcours de 3D. Donc, j'ai commencé dans une école qui s'appelle l'IIM, dans laquelle j'ai fait 2 ans et demi. Ok. Donc, dans cette école, nous a sensibilisé un peu au logiciel, Photoshop,
Illustrator, toute la suite Adobe. On nous a fait sensibiliser aussi aux logiciels de 3D, comme 3ds Max, Maya. Okay. Et on nous a un petit peu mis sur des projets, mais sans vraiment une formation artistique en amont. C'était vraiment très technique. Et du coup, au bout des 3 ans, moi, je me suis dit que l'école, elle convenait pas exactement à ce que je voulais. C'est parce qu'il y avait un peu ce manque de formation artistique. Et du coup, j'ai voulu revenir plus sur de l'artistique. Donc, j'ai quitté l'école en milieu d'année et je me suis mis à faire des cours de modèle vivant. Donc, j'ai pris un prof particulier avec un pote à moi. On a pris, enfin pas particulier, c'était des petites classes en fait de 6-7 personnes. Okay. Donc, on y allait nous à deux. On faisait ça tous les mercredis. Et en plus de ça, on a été quémandé aux Beaux-Arts à une prof de modèle vivant si on pouvait venir Ah ouais, en mode carrément. pour avoir un supplément de cours et tout. Et du coup, on avait le mercredi comme ça où on faisait la masse de cours de modèle vivant. Ah yes, ok. Et du coup, ouais, c'était la base en fait de mon bagage artistique. Ça m'a permis de comprendre le volume et de comprendre l'anatomie du corps. Et ensuite, j'ai aussi pris des cours en parallèle avec un étudiant des Gobelins qui s'appelait Adrien Grobel. Okay. Et qui m'a un peu initié aussi à comment faire bouger les volumes dans l'espace en dessin. D'accord. Et du coup, ça a été des choses qui m'ont un peu débloqué les bases de l'animation 2D. À partir de là, j'avais des bases. Ensuite, je suis rentré à Superfocom. Donc c'était une école d'animation 3D. Je me disais qu'il allait y avoir plus de bases artistiques. Et puis finalement, comme je suis rentré en 3e année, la partie artistique, il l'avait déjà faite et c'était encore très technique. Ah, la du coup, déception. c'était reparti pour une phase, voilà. Mais ça allait mieux parce qu'il y avait une meilleure émulation avec les étudiants et puis, Okay. puis au final, c'était sympa, c'était une belle expérience. Et donc, on a fait un film de fin d'études, etc. Et du coup, voilà, c'était la fin de ma formation. Alors, Okay. l'air de rien, bon, ça, c'est complètement déconnecté avec mon parcours 3D, mon parcours plutôt 2D, mais au final, ça m'a quand même servi parce que j'ai eu un film de fin d'études qui a été sélectionné au Japon. Ah ouais. Il a été sélectionné nulle part ailleurs que là-bas. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'école avait pas trop communiqué sur tous les films. Du coup, par chance, on a eu ce film-là sélectionné dans un festival à Nagoya, au Japon. Okay. Donc, il y avait un membre de l'équipe qui était invité complètement, et puis les autres pouvaient venir à leurs frais, quoi. D'accord. Ouais. Moi, j'avais déjà un peu de freelance de mon côté. Du coup, je me suis dit, je vais y aller à mes frais. Puis j'avais mon pote Quentin Pointillard qui bosse maintenant à la Toei, Ah, stylé. qui est allé tout frais payé par le festival. Du coup, on s'est retrouvés là-bas avec l'hôtel, etc. Et on a vraiment profité, du fait de la découverte du pays et en même temps du festival. On a fait des contacts. Et puis moi, je me suis rendu compte que le Japon, je connaissais pas. Enfin, je connaissais de par les mangas et les animés, mais c'était pas une destination dans laquelle j'avais en tête d'aller, quoi. Ouais, pour moi, c'était un peu un monde inaccessible, inenvisageable. Et j'y pensais même pas. Et puis en découvrant le pays, en voyant comment c'est, en voyant comment l'ambiance était et tout, je me suis dit wow, c'est cool, c'est sympa, comme c'est vraiment des paysans. En même temps, c'est urbain, c'est une ville et tout, mais en même temps, ça a rien à voir avec Paris ou les villes qu'on peut avoir en Europe, on va dire. Tout est nouveau, tout est différent. Du coup, je me suis dit ça peut être sympa de tester une expérience là-bas. Et en 3 mois, je me suis retrouvé catapulté là-bas sans comprendre ce qui m'arrive. Donc, je parlais pas un mot de japonais, je parlais japonais. C'est fait super rapidement. Je sais que ça peut être frustrant parce que t'as beaucoup de monde qui essaie d'y aller, qui mettent beaucoup d'efforts pour y aller, ça, mais des fois, il suffit d'un petit truc. Donc, les écoles, ça peut quand même être utile à ce niveau-là. Ouais. En tout cas, on va dire. Grâce au réseau et au film de fin d'études. Le diplôme aussi, parce que l'air de rien, le diplôme que j'ai eu, c'était un diplôme équivalent master. Et ce diplôme, il m'a permis d'avoir un visa facilement, parce que vis-à-vis de l'immigration, avoir un équivalent master, c'est beaucoup plus facile d'émigrer dans un pays en ayant un équivalent master que sans qualification. Donc pareil, ça c'était quelque chose qui a facilité aussi le départ. Ok.
Voilà. Donc c'était vraiment, en fait, t'avais pas, en y allant, t'avais pas vraiment d'objectif précis, c'est juste en débarquant Alors en y là-bas, allant, tu t'es dit, c'est cool, quoi. ouais. Bah c'est ça. En fait, j'avais pas même l'objectif de travailler dans l'animation japonaise au départ. En fait, je me suis dit juste je vais profiter du pays, je vais découvrir un pays nouveau pour moi et tout. Puis je regardais pas mal de vidéos de youtubeurs qui vivent au Japon et tout, ça me sauçait de ouf. Ouais. Du coup, je me suis dit bah ça va être plus en fait, j'y vais pas vraiment pour développer mes compétences ou pour travailler dans un studio super reconnu, j'y vais juste pour kiffer le pays et puis pour me reposer un peu après mes études quoi. Et puis au final de fil en aiguille, j'ai connu des gens, j'ai fait des contacts. Et puis je me suis retrouvé à connaître des gens du monde de l'animation japonaise. Et comme c'est quelque chose qui m'intéressait quand même, j'aimais beaucoup le style d'animation japonaise et tout. J'étais pas, j'aimais ça comme beaucoup de gens en fait, tu vois, sans forcément y accorder une énorme importance, mais je trouvais ça cool quoi. Et quand j'ai vu que je pouvais commencer à bosser sur des prods japonaises et tout, je me suis dit ça peut être vraiment cool puisque c'est de l'animation 2D. C'est quand même, ça demande quand même un bon niveau et puis c'est des personnages réalistes et tout. Donc je me suis dit ouais carrément. Donc j'ai connu Eddie Meong, donc c'est le directeur du studio Yapiko. C'est un studio franco-japonais, en fait c'est plutôt franco que japonais, mais qui est basé au Japon et qui a pas mal de contacts avec des animateurs japonais, avec des studios japonais et qui prend du travail freelance pour certains studios des fois comme Bones, Toei, etc. Ok. Et au sein duquel il y a quelques animateurs japonais dont un certain Hiroshi Shimizu, qui est un ancien de chez Ghibli et qui a travaillé pas mal avec, qui a une très très grosse expérience d'animation japonaise. Ah ouais, classe. Du coup, ça a été assez formateur. Il y avait aussi une autre personne qui s'appelle Ken Arto, donc lui il est franco-japonais. Il avait lui déjà une expérience d'intervalliste au Japon. Okay. Et il commençait tout juste à faire de l'animation en tant que key animator. Et du coup, on a un peu commencé, peut-être pas exactement au même moment, mais quasiment au même moment. Et du coup, on a bossé pas mal ensemble. Dans le sens où lui, il parlait japonais et moi, je parlais pas japonais, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Tu m'étonnes. Et quand tu dis key animator, c'est... Alors, key animator, c'est l'animateur clé. Ouais. C'est en gros, c'est celui qui va définir les principales poses de l'animation. Okay. Après, l'intervalliste, il vient smoother le mouvement en ajoutant des dessins. D'accord. Ok. Donc c'est toi en gros qui définis le mouvement global. Ouais. En fait, j'ai des documents avec lesquels je dois partir. Donc c'est les caractères design et le storyboard. Ouais. Et à partir de ces documents, moi je vais mettre en scène mon plan. Ok. Mais c'est en fait, au Japon, on a des séquences. On travaille par séquence et on gère notre séquence nous-mêmes. D'accord. C'est presque une mini-cro réelle de séquence en fait. On a un storyboard, les intentions sont déjà claires, mais des fois la façon dont on interprète le truc, on a une certaine liberté en fait, une certaine marge de liberté. Du coup, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on a une certaine liberté en général sur les plans qu'on prend. Et du coup, moi sur ma séquence, en fait, j'ai le storyboard, j'ai le chara design et j'ai eu la réunion avec le réal et à partir de ça, j'attaque. Je commence à dessiner, à faire mon animation, etc. Yes, ok. Donc je définis les premières poses et tout. Cool. Donc ensuite ça c'est envoyé au directeur d'anime. En fait il y a 3 personnes, il y a 3 postes en fait qui vont corriger en fait entre guillemets ou recadrer notre travail. Donc il y a le metteur en scène, il y a le character designer et il y a le lead animateur. Des fois ils sont fusionnés. Des fois, il y a que le metteur en scène et après t'as le character designer et lead animateur en même temps. D'accord. Des fois, ils sont séparés. Ça dépend un peu des cas de figure. Et là, en l'occurrence, s'il y a des défauts de modèle, il corrige le modèle. S'il y a des défauts d'animation, il corrige l'animation. Si l'animation ne correspond pas à la mise en scène, il y a une correction de la mise en scène. Et dans ce cas-là, après, c'est corrigé. Donc, c'est corrigé, c'est juste des indications. Ils vont donner juste des indications. Okay. Et ces indications-là, elles vont nous être renvoyées. On va avoir les indications de correction, sur quelques dessins. Et après, c'est à nous d'appliquer la correction sur l'ensemble, de mettre les ombres sur toutes les poses, de mettre toutes les poses au propre. Et après, on a un truc avec les images clés, avec tous les dessins ombrés et à peu près propres, qui est prêt à être envoyé à l'intervalliste. Et lui va cleaner encore plus et intervaller. D'accord. Donc en gros, c'est un peu l'idée. Donc en gros, sur une séquence, vous êtes maximum 5, si j'ai bien compris, 5-6. Non, par séquence, en fait, on est seul. En fait, les séquences, ça va ça peut aller de 2 plans à
peut-être 20 plans, même plus des fois. Ah ouais, d'accord. Ça dépend de la séquence, ça dépend de comment ils ont découpé, comment les réals ont découpé les plans. Ouais. Et en général, c'est fait pour regarder, en fait, c'est fait pour isoler des moments clés, de façon à ce qu'un animateur s'occupe d'un moment clé, de façon à garder une certaine homogénéité dans la séquence D'accord. Entre, par exemple, s'il y a un action cut, s'il y a genre un raccord mouvement entre deux plans, ça soit pas deux animateurs différents qui le fassent, mais que ça soit le même, que ça soit maîtrisé, que c'est un peu l'idée, en fait. Bien sûr, ouais. Okay. Du coup, les séquences, elles sont équilibrées en fonction de ça, en fonction aussi des plans difficiles et faciles. Voilà. Mais parce que après, j'imagine que du coup, t'as l'étape effectivement de l'intervalliste. Après, t'as encore la colorisation par derrière, j'imagine, ou... Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est ce que tu voulais dire. Ok, bon. Donc en effet, en termes d'animation, on est seul sur la séquence, mais après, évidemment, il y a tout ce qui a la phase d'intervalliste et la phase de colorisation. Oui, donc là, il y aura différentes personnes et puis la phase de compositing. Donc ouais, exact. Oui, il y aura environ 4 à 5 personnes. Ok, ça marche. Sur la séquence. Cool. Voilà. Donc c'est comme... Mais même plus parce que si on compte les lead animateurs qui corrigent et tout, ça fera plus, en effet. Oui, en plus, ouais, exact. Donc c'est comme ça que t'as mis ton premier pied dans le monde de l'animation au Japon, quoi. Ouais, voilà, c'était complètement inattendu et j'ai beaucoup découvert sur place, en fait. Yes, j'imagine. Donc t'avais pris genre juste un vol aller, quoi, et t'es resté là-bas. C'était super déstabilisant parce que j'avais jamais vraiment vécu dans un autre pays. C'est toujours vécu en France. J'étais déjà parti en vacances dans d'autres pays, mais me dire je pose mes bagages ici et c'est là que je vais vivre pendant au moins 1 an. Au départ, c'était assez perturbant, quoi. Puis quand t'arrives, t'es au milieu d'une population qui est complètement différente de la tienne, culturellement, en fonction dans les manières et tout, et avec une langue qui a rien à voir avec la tienne, et tu sais pas parler. Et du coup, au début, tu te sens un peu paumé, quoi. Ouais, tu te sens un peu paumé. Mais après, tu t'habitues et les barrières se brisent. En fait, les barrières mentales que toi-même, en fait, tu te mets au départ, parce que peut-être pas par peur, mais t'es impressionné par le truc. Et puis, au final, ça se brise et tu te rends compte que, voilà, une fois que tu commences un peu à pouvoir communiquer des petites choses, il y a beaucoup de choses tu fais des amis, tu te fais des contacts, tu te fais beaucoup de choses. Ah ouais, ça. Exact. Du coup, tu parles un peu japonais maintenant? Ah, alors, en fait, en 3 ans de temps, en fait, c'est un peu, c'est un peu la honte. Mais non, j'ai pas vraiment acquis. En fait, je peux communiquer en japonais pour tout ce qui est achat dans le supermarché, achat dans les combini, prendre un taxi, demander mon chemin, toutes ces choses-là, ouais. Ok. Des choses de la vie de tous les jours comme ça, je communique bien. Après, pour ce qui est communiquer dans une discussion, c'est beaucoup plus compliqué. Si on me pose des questions trop complexes, c'est parti, quoi, je comprends plus. Donc en fait, j'ai pas vraiment appris au Japon parce que très vite, en fait, je me suis retrouvé, en fait, j'ai eu les 2 premières semaines où ça allait, niveau temps. Parce que je suis arrivé au Japon, non, même pas, le premier mois, en fait, je suis arrivé au Japon et c'était des vacances, en fait. En plus, j'avais des potes qui arrivent au même moment. Okay. Du coup, on a juste kiffé, s'amuser, voilà. Ouais. On a dépensé beaucoup d'argent aussi. mais ouais, pas mal d'économies qui sont parties en fumée. mais ouais, c'était vraiment la découverte, quoi, et le kiff. Et après ça, quand je me suis retrouvé donc à commencer à travailler et tout, c'était compliqué parce que en fait, il fallait vraiment s'adapter à la culture. Il y avait des incompréhensions culturelles au départ. Il y a tout ce truc que nous en Europe, quand il y a un problème, on le dit plus ou moins, alors qu'au Japon, ils te le font sentir, mais bon, des fois, on n'a pas des détecteurs intégrés, du coup, on ressent pas toujours les choses et tout, et faut être capable de comprendre aussi. Ouais, clairement. Il y a vraiment une barrière culturelle assez forte qu'il faut essayer de comprendre. Donc voilà. Et qui s'appréhende assez vite, du coup, j'imagine. Ouais, disons que il y a des choses communes sur lesquelles si tu vois des Français au Japon, ils râleront à peu près sur les mêmes trucs, quoi. Ah ouais, ok. Et généralement, ouais, c'est des points de divergence culturelle assez fortes, quoi. Genre, tout simplement les horaires de travail, cette culture du tatemae, ça veut dire de pas dire exactement ce que tu penses, mais donc nous on l'interprète comme du manque d'honnêteté. En fait, c'est pas vraiment ça. Pour les Japonais, c'est plus en fait, ils ont pas envie d'étaler leurs problèmes devant tout le monde. Ils considèrent que
voilà, les problèmes personnels, ça s'étale pas sur le groupe et du coup, on n'a pas à montrer notre opinion trop fort, nos désaccords trop forts. Ce côté, par exemple, qu'on va voir en France de beaucoup débattre. Oui. Sur les idées, et ben ça au Japon, ça peut être mal perçu. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, excellent. Donc voilà. Il y a plein de petites choses comme ça, on se rend pas compte. Mais... Ah ouais, j'imagine. Et du coup, t'es resté un an là-bas, la première fois ? Non, je suis resté. Donc je suis parti en fait qu'une seule fois. Ok. Et donc je suis resté. Donc la première fois en fait, je suis allé avec un visa de. En fait, je devais avoir mon visa de travail, mais ça tardait. Du coup, j'étais assez impatient d'y aller et je pense que il m'attendait aussi la boîte. Du coup, je me suis dit bon, moi, je prends un visa de tourisme et puis j'y vais comme ça. Et puis quand mon visa sera délivré, bah je reste quoi. Seulement, ça s'est étalé sur 8 mois. Oh punaise. Alors au départ, le début de ces 8 mois-là, j'ai attendu en France. Puis après, au bout de 2 mois, bah, je suis allé au Japon. Donc j'ai attendu 3 mois. Et après, bah, je voyais que ça se faisait, que je devais repartir, quoi. Mais du coup, bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à Taïwan. J'avais un ami là-bas qui était originaire de Taïwan et du coup, il m'a hébergé. Et je suis revenu après une semaine, parce que tu peux faire ça, en fait, tu peux partir. Tant que tu quittes le pays, tu peux rester 90 jours, 2 fois 90 jours, en fait. Ah total. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, je suis revenu au pays après une semaine. Et je suis resté encore 3 mois et je me suis dit, putain, je vais devoir rentrer en France et finalement, le visa est arrivé au dernier moment. Et du coup, bah ouais, et donc j'ai l'impression qu'ils se sont un peu excusés parce que le visa on avait demandé un an, je crois, et au final je me suis retrouvé dans les mains avec un visa de 3 ans. Ah, du coup j'ai fait wow. Donc j'avais fait quasiment un premier, on va dire, c'était plus 3 ans et 6 mois quand je recalcule, parce que oui c'est ça, on a fait 6 mois, j'ai fait 6 mois au Japon plus comment dire 1 mois, enfin 4 ans de visa quoi, enfin 3 ans de visa. Pardon. D'accord, ok, cool. Voilà. Stylé. Et yes. Du coup, cette différence avec la France, elle se retrouve sur quel détail dans le travail, ouais. Bah déjà, c'est très connu le système de kohai et de senpai, c'est-à-dire en gros le senpai, c'est un peu je sais pas comment le dire en français. Le mec qui était là avant toi, tu vois. Ah oui, d'accord. Okay. Et le kohai, c'est le gars le nouveau, quoi. D'accord. Et donc, il y a ce système-là qui est très marqué. Et même là, la première boîte que j'ai faite, c'est pas une boîte d'animation japonaise, c'était une petite boîte un peu donc ce que je disais, c'était une petite boîte un peu qui fait du jeu vidéo et de l'animation, mais des trucs artistiques. Enfin, c'était un peu, ils faisaient aussi du prototypage et tout, mais moi, je bossais plutôt côté animation. Et je me suis retrouvé à travailler avec un animateur 3D. Et moi, j'étais pas du tout calibré par rapport à ce système de kohai et de senpai. Et on n'est pas prêt à ça en France, on s'en fout en fait. Quand on arrive dans une boîte, on arrive dans une boîte. Ouais, exact. Et il y a eu cette tentative de ce gars-là de me senpaiser, quoi. Et c'était bizarre parce que moi, ça m'énervait en fait. Petit disclaimer, la qualité du son de notre invité sera légèrement impactée suite à un petit souci technique dans la suite de l'échange. Nous nous en excusons et vous souhaitons une bonne écoute. Donc on était effectivement sur les anecdotes de senpai qui avaient très instauré au Japon, quoi. Ouais, donc il y a ce genre de différence déjà dans le type culturel, enfin dans le type de différence culturelle qu'on peut trouver. Il y a ce côté-là qui peut être surprenant, mais c'est pas forcément un mal, et en général le côté senpai, c'est aussi il y a aussi ce côté un peu bienveillant, un peu voilà, on va assister, on va prendre sur nous les erreurs du nouveau, on va essayer tu vois, il y a ce côté aussi, c'est pas que négatif. Okay. En fait, au Japon, il y a ce côté en France, on a un côté peut-être dans le métier qui est peut-être un peu plus individualiste, qui est dans le bon sens du terme comme dans le mauvais. Et du coup, on va faire plus attention aux heures auxquelles on va rentrer, on va considérer qu'on a une vie privée aussi, on va considérer que ce genre de choses. Donc ça a des côtés qui sont importants aussi, je pense. Mais au Japon, c'est plus l'esprit de groupe qui va primer et aussi du coup tout donner pour la boîte dans laquelle on est, tout donner pour le groupe. Et du coup, ça crée un vrai contraste, parce que quand tu as un Français qui va arriver dans une boîte, il va avoir tendance à partir à l'heure, et les autres, ils vont rester plus tard, et il y a ce genre de choses qui peut créer des petits soucis, quoi, des fois. Okay. Donc, voilà. Après, ils ont tendance à savoir que les étrangers sont un peu comme ça,
Du coup, certains vont se dire, c'est comme ça que les étrangers fonctionnent, ou d'autres vont se dire certains vont se dire, ouais, les étrangers sont pas suffisamment forts, donc ils restent pas trop tard et tout. Voilà. Enfin, il y aura de tout, quoi. Le petit clash, voilà. Clash étranger ouais. et natif, quoi. Ouais, voilà. Après, ça reste pas méchant. Ils ont pas une volonté de conflit ou quoi. Ça reste des gens qui sont, enfin, ils essayent quand même de faire que ça se passe bien. Comme je disais, il y a ce côté tatemae aussi qui atténue beaucoup les choses. Ouais. Tu peux très bien être détesté par certains de tes collègues sans jamais le savoir en tant qu'étranger. Donc vaut mieux être bien carré, quoi. moi je disais ouais, il y a ce côté un peu de ça, mais après faut pas chercher à vouloir être complètement à la japonaise. Faut garder comment dire notre identité, quoi. Oui, clairement. C'est pas, il y a pas une dimension du coup frustrante trop ressentie de ce niveau-là. Non, bah disons qu'il faut disons ressentir un peu ce qui fait comment ne pas choquer les Japonais par des chocs culturels, mais en même temps faut pas non plus renier sa version à soi, quoi. Oui. Et puis ça permet aussi aux Japonais d'ouvrir aussi ceux qui ont travaillé d'ouvrir un peu leur vision, quoi. De travailler avec des étrangers, de toute façon, c'est forcément quand on travaille avec des étrangers, on est forcément confronté un minimum à leur culture, donc oui, c'est clair. c'est intéressant de faire un effort chacun, d'essayer de comprendre l'autre, etc. Donc voilà. C'est clair. Et du coup là, actuellement, donc tu travailles en France, c'est bien ça? Là, je suis rentré il y a quelques mois. En fait, je suis rentré en décembre. Ok. Et j'étais censé repartir fin juin. Seulement, on a eu ce rocher énorme qui s'appelle coronavirus qui nous est tombé dessus. Yes. Et du coup, tout est remis en question pour le moment. Okay. On attend de voir comment les choses vont se passer. Mais pour l'instant, je suis en France. Je travaille pour des prods à Londres et au Japon actuellement. D'accord. Donc tu peux le faire à distance, ce genre de. Ouais. L'avantage, c'est pour ça aussi que la tablette, c'est pas mal. C'est une des raisons, c'est que tu peux travailler de n'importe où. Et donc, je peux travailler pour n'importe quel pays dans le monde depuis ma chambre, quoi. Ça, c'est quand même un bon point, quoi. Le télétravail est faisable vraiment facilement. Ok, cool. Ah, tu vois, ça, je pensais pas, moi. Effectivement, moi, je voyais le truc à l'ancienne où tu fais. Enfin, je suis peut-être trop à l'ancienne, tu vois. J'ai peut-être des a priori un peu trop. Mais à moins de dessiner à la main et tu regardes le calque d'avant, le calque d'après, tu vois. Donc, pour moi, c'était vachement matériel, en fait, comme taf. Bah, au Japon, oui, ça l'est encore. Mais ils acceptent aussi le travail numérique, du coup. Et aussi, la majorité des animateurs japonais, ils bossent de chez eux. Même avec le papier. Ah ouais, d'accord. Et du coup, t'as des gens qui vont récupérer les documents, les plans en papier. Et c'est contraignant dans le sens où si jamais il y a un accident, si le chargé de prod, lui, il va récupérer ça en voiture. Et du coup, si jamais il y a un accident, si jamais il y a un problème, si jamais il y a un incendie dans le studio, bah, ils perdent tout, quoi. Oh, punaise. Ah ouais. Alors que, ouais, ça, c'est vraiment, vraiment chaud. Alors qu'en réalité, le fait de garder les choses en sauvegarde, en cloud ou quoi, ça permet vraiment d'éviter ce genre de problème, en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est quand même du plus coup, safe, effectivement. Voilà. Mais bon, ils se sont pas encore passés là parce que, bah, les chefs, les lead animateurs, les senpai, ceux qui sont vraiment, ils sont habitués au papier et puis ils ont toujours vécu avec ça, donc, ça n'évolue pas tant que ça. Mais ça évolue petit à petit quand même. Il y a des studios qui se sont mis au numérique complètement. Ouais, c'est vrai. En tout cas, en grande partie. Ouais. Enfin, peut-être pas complètement, mais en grande partie. Ok, donc ils ont quand même ce déclic-là de faire évoluer le métier, quoi. Ouais. Enfin, les méthodes. Bah, ça explique un peu, par exemple, l'animation 2D, c'est des techniques qui se sont rodées au fur et à mesure pendant des années, quoi. Ouais. Vraiment longtemps. Et au fur et à mesure, du coup, ils ont élaboré des techniques et des codes et tout ça, et du coup, ça fonctionne bien pour ça. Mais par exemple, pour le domaine de la 3D, ce côté senpai, il marche pas trop, quoi. Puisque sans arrêt, t'as des nouveautés, sans arrêt, t'as des nouvelles choses, sans arrêt, tu dois remettre en question ta façon de travailler. Et ça, au Japon, c'est compliqué. Ouais. Du coup, je pense que déjà culturellement, ils ont pas une très bonne, un très bon niveau en 3D. On le sent dans beaucoup de prods qu'ils font et tout. Mais en 2D, ils sont très bons.
Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a ce mélange sur des prods que tu as pu faire de 2D et de 3D ou c'était vraiment que full 2D à chaque fois? Ah, il y a du mélange parce que par exemple, on va avoir certains mouvements de cam, ou certains plans qui demandent beaucoup justement tous ces trucs-là, où ils vont pas hésiter à utiliser de la 3D. Et même, dans certains animés, ils utilisent de la 3D sur les personnages à certains moments. Ah ouais, ok. Et du coup, ouais, c'est vraiment, ça dépend vraiment en fait des productions et des choix de production. Mais par exemple, sur les derniers Evangelion, ils utilisent beaucoup de 3D et même si des animateurs 2D à la base font les premières versions de l'animation, après c'est repassé en 3D. Okay. Et du coup, voilà. Donc ils utilisent quand même beaucoup de 3D. Ça rend pas toujours très bien, mais en tout cas ils essayent. En tout cas, il n'y a pas voilà. une comment dire, il n'y a pas une inquiétude de perte de travail entre guillemets de ton côté quoi. Il y aura toujours enfin il n'y a pas une menace qui pèse sur le travail que tu peux faire. C'est-à-dire en mode peut-être qu'une fois ils vont passer en full 3D tout le temps, tu vois, ou non, bah il y a déjà eu ce truc-là avec Disney qui a cancel son pôle d'animation 2D, qui a fermé le pôle d'animation 2D quoi. Mais au final, on se rend compte que malgré ça, et pourtant eux c'était un peu les leaders du monde de l'animation, on va dire en Europe et tout, et pourtant des prods d'animation 2D, ça pullule maintenant. Ouais. Il y en a sans arrêt. Et en fait, on se rend compte que c'est pas un truc de technique l'animation 2D, c'est pas la 3D, c'est la next génération de la 2D, mais c'est juste une technique différente au même titre que la stop motion, au même titre que la prise de vue réelle. Ce sont des techniques qui sont différentes et qui apportent quelque chose de différent à la narration et à la mise en scène. Du coup, ce rendu 2D, c'est pas du tout une étape du passé quoi. C'est quelque chose qui reste très attrayant et qui est même très tendance. Et à l'heure qu'il est, en fait, c'est marrant parce que je vois l'impact même dans la publicité. Là, on me demande souvent sur des projets où on veut du style japonais et c'est pour des pubs qui ont rien à voir des fois. Là, récemment, j'ai travaillé sur une pub de vélo et c'était complètement une sorte de micro shonen où le mec il démarre en bas des escaliers et il monte un temple et il défonce des ennemis quoi. Puis à la fin, il donne un dernier coup de sabre et le coup de sabre, il fait la forme du vélo. Ah ouais, ok. Voilà, c'est pour une pub de vélo, quoi. Donc aucun rapport. Ou alors, j'ai travaillé sur un clip pour une chanteuse qui s'appelle Dua Lipa, qui est assez connue. Et pareil, on m'a demandé du japonais, un peu du style Satoshi Kon. Voilà. Ok. Dans ce délire-là, voilà. Donc ouais, sans arrêt, j'ai ce genre de demande. Et du coup, je me rends compte que l'animation japonaise, ça devient vraiment un vrai trend, quoi. Ça devient un effet de mode. Ça le disait déjà il y a depuis un bout de temps, mais ça le devient de plus en plus quoi. Ouais, ça se perd pas quoi. Loin de... Bah ouais, c'est ça, c'est-à-dire que sachant que en fait la population active dans la population active voilà ça va de 5 regarde, ils sont pas actifs à 5 ans, hein, mais de 5 à 40 enfin 50 ans, ils ont tous des références d'animés dans la tête quoi. Les gens. Ils ont tous regardé Dragon Ball, ils ont tous regardé Naruto plus ou moins, ils en ont tous entendu parler. Voilà, il y a un vrai effet du coup, ça se ressent sur la publicité, ça se ressent culturellement, en fait, sur tous les dérivés qu'ils peuvent avoir, quoi. Yes. D'ailleurs, toi, tu regardais quoi comme animé quand tu étais plus jeune ou même encore maintenant? Tu regardes beaucoup? En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé pas mal. J'étais pas un super grand fan de Dragon Ball. J'ai regardé quand j'étais petit, mais ça a fâché des gens. Mais j'étais pas genre un sacralisateur de Dragon Ball. Et puis la façon dont ils diffusaient ça à la télé, ils remettaient des épisodes que t'avais déjà vus et tout, donc ça te décourageait un peu de suivre le fil du truc, quoi. Voilà. J'ai regardé, mais ouais, j'ai beaucoup aimé Full Metal et GTO. Je pense que c'était les deux trucs qui m'ont beaucoup plu. Et après, pendant un temps, j'ai complètement arrêté des animés, quoi. Jusqu'à ce que j'aille au Japon, en fait, il y a un moment donné où je regardais plus trop d'animés. Il y a peut-être Naruto que j'ai regardé un peu. Ouais, aussi. Naruto Shippuden jusqu'à la fin. Voilà, parce que c'était marrant. Mais on va dire Naruto One Piece quoi, c'est les trucs que tout le monde regardait, ouais, exact. C'était les trucs voilà. Je regardais que ça et encore One Piece j'avais un peu abandonné parce que il y avait un certain nombre d'épisodes qui fait que ça commence à faire pas mal ouais là. ouais.
faut vouloir de se remettre dans, tu sais, quand tu sais plus exactement à quel épisode t'étais et que t'as plus de 400 épisodes, t'es là, tu fais, oh, putain. Clairement. Un peu la flemme de t'y remettre, quoi. Clairement. Et tu penses que du coup, ça t'a un peu influencé dans le taf que tu fais aujourd'hui? Bah, au début, non. Et puis après, à l'école, j'avais un pote qui m'avait dit, tu connais ce qui est l'anime Sakuga? C'était un terme, Sakuga, un terme japonais qui veut dire animation 2D, quoi. Ouais, il y avait cet anime Sakuga, du coup je me suis intéressé un peu à ça, j'ai regardé, j'ai vu que c'était de l'anime très dynamique et assez différent de ce qui se faisait dans l'anime Disney. Et ça m'a plu, mais je me suis dit, ouais, je vais prendre des ingrédients de ça dans mes animations, mais je me suis jamais dit je vais aller au Japon ou je vais travailler pour le Japon, quoi. Voilà pour cette partie-là. Yes. Du coup, toi tu voulais rajouter encore quelque chose sur ton expérience France, Japon, peut-être une anecdote ou quelque chose ou... Ouais, disons que au final, on a l'impression que, ouais, c'est aussi au niveau des horaires de travail. En fait, et du salaire, par exemple. En gros, par exemple, un plan d'animation au Japon, ça va nous faire gagner en moyenne pour de la série 40 € un plan. Sachant qu'un plan d'animation, ça prend 1 à 2 jours. Surtout pour des débutants, ça peut prendre même plus. À l'époque, comme j'étais débutant. Et du coup, ça fait 40 € pour 2-3 jours, quoi. Ok, ah ouais. Donc je te laisse imaginer le salaire que ça te donne à la fin. C'est pas vivable, en fait, c'est de l'argent de poche. Et tu peux absolument, en aucun cas, tu peux payer un loyer avec ça, ouais. te nourrir décemment, ni même acheter quoi que ce soit. Tu vois, voilà. Donc en gros, la plupart des animateurs japonais, en fait, ils vivent chez leurs parents au départ. Et en fait, ouais, le salaire est pas vivable. Mais au fur et à mesure, en fonction de comment ils négocient leur plan, en fonction de leur expérience, ils peuvent gagner plus, voire beaucoup plus. Des animateurs très expérimentés peuvent gagner vraiment très bien, quoi. Ça peut monter jusqu'à du 800 000 yens par mois. C'est ce qui veut dire 800 000 yens par mois, ça fait à peu près du 7 000 € par mois. Tu vois, ça peut même aller plus. Ah oui, on est pas mal, ouais. si c'est des animateurs qui commencent à être bien reconnus, qui ont des grosses expériences. Ok. Donc il y a vraiment des gros écarts à ce niveau-là. Donc moi, en fait, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai choisi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi de continuer à travailler pour l'Europe, et c'est le salaire. Du coup, travailler avec de la publicité, les salaires étaient meilleurs, les projets étaient courts, et il y avait comment dire, artistiquement, il y avait des choses un peu plus audacieuses qu'en série ou qu'en long métrage en France, puisque c'est de la pub, c'est du court, et du coup les gens sont un peu plus décontractés, quoi. Ouais. Et du coup, moi je trouvais ces 3 ingrédients vraiment très intéressants pour moi, parce que ça me permettait de garder une certaine patte européenne, de pas perdre cette patte complètement, de gagner correctement. Ouais. Du coup, ça permettait de compenser avec le salaire japonais, et en même temps de pouvoir m'éclater sur des styles un peu différents, garder une certaine créativité, etc. Donc en associant les deux, ça a été vraiment pour moi une sorte de, c'était génial. Mais maintenant, l'inconvénient de ça, c'est que je me retrouvais à travailler 16 heures par jour, la plupart du temps. Et ouais, il y a eu des phases où déjà rien que sur les projets japonais, on travaillait beaucoup. Il y a eu des phases où j'avais pas d'autres projets européens, par exemple, et on bossait sur My Hero Academia. Donc, et c'est, ouais, on est parti sur du, je me souviens plus du nombre d'heures qu'on a travaillé par jour parce que j'avais pas compté, mais j'étais avec Ken, on dormait au studio en fait. Ok. On avait une petite pièce comme ça, on avait installé un lit. C'est une sorte de KGV, donc c'était complètement obscur. C'était très bien pour dormir. On avait foutu un petit matelas à l'intérieur qu'on nous avait prêté, et du coup, on dormait là-dedans 4 heures, et puis on se réveillait, on rebossait. On allait prendre notre douche, on avait une petite salle de sport pas très loin, et on allait prendre une douche à la salle de sport, et on repartait, quoi. Et du coup, en gros, c'était, voilà. Ah oui, donc un rythme. On dormait 4 heures, on prenait la petite douche et on repartait direct, quoi, sans rentrer chez nous. Donc j'ai passé plusieurs semaines, 10 jours, on va dire, pour ma part, et Ken a passé 3 semaines, parce qu'il y avait un autre projet qui enchaînait. Et du coup, à la fin, on ressemblait pas trop à grand chose. Ouais, on était explosés, mais c'était bien parce qu'on on n'était pas seul à bosser sur ces projets-là, et on se calait de la musique. On aimait bien My Hero Academia, du coup on se calait de la musique de My Hero Academia, et on bossait sur le projet. C'était kiffant, tu bosses sur un projet que t'aimes bien, tu mets la musique du projet que tu kiffes et tu bosses dessus. C'était un peu, c'était assez kiffant, très fatigant, mais l'adrénaline, ça nous permettait de rester éveillé. Et au final, on s'est bien marré là-dessus, quoi. Ouais, donc t'avais déjà quand même bien la mentalité, on donne tout pour
pour le projet à fond, quoi. Ouais, clairement, au Japon, faut pas y aller en se disant, je vais, en fait, c'est pas une vie où tu vas te dire, je vais travailler tranquillou et puis je vais profiter de mes après-midi. C'est pas trop ça. Et surtout, nous, on était à l'âge aussi, on sortait d'école, plus trop, mais bon, on était toujours dans l'optique, voilà, on avait fini l'école, puis on était en mode, on veut progresser, on veut apprendre le truc, on veut tout donner. On n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants. Voilà. Tout ça, ça fait que, enfin, on n'est toujours pas. Non, mais c'est mais vrai bon, bientôt que... peut-être. Et ouais, et du coup, ça nous mettait à fond, quoi. Ça nous mettait à fond sur le truc, quoi. Cool. Donc t'es pas trop nostalgique encore de cette époque ou Bah, en fait, c'est pas mal, c'était drôle, c'était fun, mais franchement, c'était hardcore. Ouais. Et ouais, je suis ressorti avec des trucs que j'avais pas avant, quoi. Du genre, petite douleur à la tête que j'avais pas avant, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, on va se calmer un peu quand même. Il s'agit pas de crever, c'est quand même, enfin le truc c'est, faut pas oublier que ces métiers-là, c'est bien, tu peux tout donner pendant une période et tout, mais faut oublier que ça reste quand même un marathon plutôt qu'un sprint, et du coup, faut quand même s'économiser. Ouais, faut quand même se nous on faisait quand même nous on faisait quand même du sport à côté, on allait à la gym et tout. À la fin on a plus trop tenu, là j'ai un peu arrêté, faut que je reprenne, mais ouais pendant 3-4 ans, enfin pendant 3 bonnes années en tout cas, on a bien, peut-être non, ouais, plutôt 2 ans, plutôt 2 ans, on a réussi à tenir un rythme, on enchaînait le taf à fond, on faisait du sport en plus, et on voyait nos copines, donc voilà, ça tenait le coup, mais ouais, c'était vraiment, tu te réveilles, tu rushes, tu cours, quoi. Oh punaise. Truc de fou. Ah bah c'est cool, grave cool. Donc ouais, là, le gros problème de salaire quand tu débutes là-bas. Ouais, moi c'est pour ça que comme je te dis, j'alternais. Ken, lui, il était payé par le studio franco-japonais, il avait un salaire fixe parce que lui, il faisait pas que de l'animation, il traduisait aussi pas mal de choses et tout. Okay. Du coup, il avait un salaire fixe qui lui permettait de vivre correctement. Et quant à moi, bah non, j'étais plus freelance, et puis à la base, ces plans-là, ça venait un peu comme ça. Du coup, puis je gagnais quand même mieux, je pense, en travaillant pour de la pub qu'en travaillant fixe, au studio fixe. Donc je préférais garder cette certaine liberté, et en même temps je pouvais choisir les projets sur lesquels je voulais. Si j'avais envie de refuser un projet, je pouvais le faire allègrement, sans avoir besoin d'accepter le truc, quoi. Parce que je dépendais pas de la boîte, quoi, tout simplement. Donc ça, c'était quand même cool. À partir du moment où je me mettais à dépendre d'une boîte, bah ce qu'on me donne, je le prends, et je dois répondre, c'est ça du coup, je préférais garder cette indépendance. Ça permettait de progresser déjà beaucoup plus vite parce que je choisissais les plans sur lesquels je voulais travailler, et du coup, je choisissais des plans toujours un peu challengeants, toujours des trucs un peu durs. Du coup, je tombais jamais sur des plans trop simples parce que ça faut évoluer, quoi, sans se mettre en danger, qu'on apprend des choses et qu'on évolue après. C'est ça. Du coup, c'est l'intérêt en fait d'être freelance, c'est de pouvoir choisir un peu sa stratégie à soi. Maintenant, artistiquement, c'est cool. Maintenant, en termes de gestion, c'est là que tu te rends compte que tu feras pas un studio demain, quoi. Que déjà, tu gères ton emploi du temps, mais tu gères un peu avec l'envie de faire tel projet, et du coup, quand l'envie l'emporte sur la logique, tu te retrouves dans une situation assez sale. Voilà. Et du coup, sur quel type de scène, toi, tu prenais ton pied à animer? J'aimais bien les scènes d'action, je pense comme beaucoup de gens. C'est celles qui techniquement sont le plus impressionnantes, et je dirais pas le plus difficile parce que l'acting est aussi très dur. C'est peut-être moins impressionnant sur le papier, mais en réalité ça demande beaucoup de connaissances aussi. Mais ouais, les scènes d'action, moi je trouve ça kiffant. J'ai toujours été passionné par le mouvement, par le mouvement de cam, par le mouvement du corps, l'anatomie. Du coup, le fait de pouvoir faire bouger le corps dans toute sa splendeur, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Ok, cool. Et toi, tu dessines, quand tu fais une séquence, tu passes par des stades d'animatique, ou où tu dessines direct le perso, j'imagine pas, mais non. Comment tu t'y prends pour bien avoir le mouvement que tu souhaites imprimer, en fait? Ça dépend, il y a 2 cas de figure. Soit le mouvement j'ai déjà en tête super clair, et dans ce cas-là, j'ai juste à appliquer. Soit j'ai complètement du mal à le visualiser, et dans ce cas-là, je pars sur des références, et je me référence à fond. Que ce soit en animation ou en vidéo de prise de vue réelle. Et quand j'arrive à fixer, tel élément, je le note, ça m'intéresse. Tel élément, ça m'intéresse, tel élément, ça m'intéresse.
Je pose tout ça sur le papier, je réfléchis bien, je me pose des questions. Au bout d'un moment, j'arrive à définir un plan. Tiens, je vais prendre cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et je vais modifier un peu ça, un peu ça, un peu ça. Je vais établir ça. Après, une fois que j'ai tout qui est clair, je dessine. Et une fois que c'est dessiné, paf, j'ai le début de mon mouvement, quoi. Après, je corrige, je vois que telle chose marche pas. Puis, ça y est, ça me donne une idée d'un truc que j'avais pas, et paf, ça fonctionne, quoi. En fait, c'est vachement, soit ça vient tout seul, et c'est déjà dans ma tête parce que c'est déjà clair, soit ça demande une vraie recherche. Et dans ce cas-là, ça prend plus de temps. Cool. Et ça t'arrive du coup effectivement de te filmer toi-même pour avoir une ref, ou tu prends que des trucs qui existent déjà? Clairement, mais après, vu que je suis pas un cascadeur pro, forcément les mouvements que je vais faire, ils vont pas rendre aussi bien que une bonne ref vidéo d'un cascadeur, quoi. Du coup, quand j'ai vraiment rien, ou quand c'est des mouvements qui sont pas trop compliqués, ça va, je le fais moi-même si j'ai besoin. Mais quand c'est des trucs qui sont plus chauds, genre des saltos, des trucs où je risque de casser mon salon si j'essaie de le faire, je me référence. Surtout que maintenant sur Instagram, t'as énormément tu peux enregistrer des vidéos, tu peux même après avec certaines applis les retélécharger sur ton téléphone et tout. Et du coup, moi en fait ce que je fais, c'est que je fais des collections sur mon Instagram et je sauvegarde. Par exemple, ça c'est un anime référence, ça c'est plutôt combat, ça c'est plutôt je sépare comme ça. Et quand je cherche des choses, j'ai déjà une banque de données sur laquelle je peux chercher. Donc, c'est plus facile. Ok, ouais, c'est plus simple, ouais, ça va plus vite. Carrément. Ok, cool, classe. Si tu veux, on peut enchaîner par des petites questions que nous ont données les internautes. Yes, pas de souci. Allez, c'est parti, je me mets ça. Il y avait Pierre Méziane qui demande quel type d'entraînement tu préconises pour t'améliorer en dessin en général. Le meilleur entraînement que je connaisse, c'est de dessiner. C'est-à-dire, il faut se confronter à ses erreurs. Il faut accepter de pas avoir un niveau qui soit tout de suite top. Il n'y a pas de raccourci en fait. C'est vraiment, il faut prendre la réalité. En fait, il y a deux choses moi que je peux te dire. C'est dessine d'après réalité, c'est-à-dire d'après vidéo ou réel. Dans la rue, dessine des gens qui marchent, dessine des gens, dessine les visages des gens que tu vois, essaie de le dessiner rapidement, de dessiner le plus vite possible. C'est-à-dire en gros être capable de mettre un maximum d'informations en un minimum de temps. Ça veut pas dire forcément rajouter trop de détails, mais ça veut dire avoir les bons choix, choisir les bonnes shapes, les bons trucs qui vont faire que ton dessin il va être expressif et compréhensible. Donc savoir dessiner d'après réel. Et ensuite de copier des artistes que t'aimes bien. Copier leurs dessins mais pas copier bêtement, c'est-à-dire copier en essayant de comprendre leur choix. Voilà, il y a la réalité. Eux, ils ont interprété cette forme-là de cette façon. Pourquoi ce choix-là? Et toi, du coup, essayer de l'intégrer et de comprendre ce choix-là. Pendant un moment, tu vas peut-être beaucoup l'utiliser, puis après, tu t'en détacheras et tu l'auras assimilé et ça t'aura apporté une certaine richesse. Et à force de faire ça avec différents types d'artistes, en fait, tu vas développer ta propre façon d'interpréter les choses. Après, tu te rendras compte aussi qu'il y a des choses qui sont communes à tous les artistes. Des façons d'interpréter qui font que, voilà, en tout cas, un certain type d'artiste va utiliser vachement cette façon-là et tu vas comprendre qu'est-ce que ça apporte au dessin et au fur et à mesure tu vas. Donc alterner réalité, étude de la réalité et étude des artistes qui existent déjà que t'aimes bien. Et en alternant ça, déjà tes goûts aussi risquent d'évoluer. Des fois les artistes que t'as aimés en début de carrière, tu les aimeras moins par la suite et puis tu trouveras ton œil aura évolué. Et en plus de ça, ce que je peux te conseiller, c'est de faire des études de vidéo. Si tu veux travailler le mouvement, donc tu prends une vidéo et tu décomposes la vidéo. En fait, ce que j'ai dit pour le dessin, c'est valable pour l'animation. Donc tu prends des vidéos de prise de vue réelle, de gens qui font des saltos, de gens qui parlent, qui font tout ce que tu veux, tout ce que tu veux savoir animer. Et après, tu peux aussi retourner sur des références d'animation pour comprendre les choix des animateurs, comment ils interprètent le mouvement, etc. Donc toujours faire un aller-retour réalité et comment les autres y ont répondu. Réalité et comment les autres y ont répondu. Mais d'abord, la réalité, tu t'y confrontes seul, pour pas avoir toutes les réponses dans le bec, mais pour déjà chercher par toi-même. Et après, tu reviens sur les réponses pour te dire, ah, en effet. Et au fur et à mesure, à force de faire ce process-là, tu vas te renforcer, tu vas acquérir des codes graphiques plus puissants et à la fin, tu vas avoir un dessin plus fort, plus solide. Ok. Stylé, cool. Et est-ce que tu aurais des livres de référence, toi, à conseiller ou même pas vraiment? Ça dépend ce que tu veux travailler. Si tu veux travailler l'animation, je peux te conseiller
gengashu, mais des gengashu, c'est des bouquins faits par les animateurs japonais où ils décomposent comme ça frame par frame leur dessin, mais sans avoir d'expérience au Japon, je suis pas sûr que tu arrives à vraiment comprendre comment ça se passe. Tu vas peut-être lire les dessins à la suite, les uns à la suite des autres, mais tu vas peut-être pas forcément bien interpréter le timing ou ce genre de choses. Donc moi je pense qu'avant tout livre, en fait, il faut que tu pratiques déjà et que tu fasses en sorte d'avoir un dessin solide. Et une fois que tu auras les bases, après tu pourras en fait déjà savoir préparer une nourriture de base, et après tu peux te spécialiser dans la cuisine japonaise ou dans la cuisine voilà, c'est un peu l'idée quoi. Et du coup moi je peux te conseiller juste entraînement comme je t'ai dit et Richard Williams, et puis voilà quoi. Tous les livres qu'on m'a conseillés, je les ai tous achetés, je les ai jamais lus. Donc à la fin je les ai feuilletés 3-4 fois et puis fini quoi. J'aurais très bien pu les feuilleter au store et puis voilà, c'était fini. Non, moi je te conseille ouais. Peut-être un livre qui peut peut-être t'aider, qui te guider sur la notion du dessin, mais bon, c'est pas non plus l'indispensable. C'est Force de Matessi. Ça t'apprend à dessiner avec les lignes de force et tout. Ok, mais cool. Voilà, peut-être que ça, mais pareil, je t'ai dit, je l'ai feuilleté, je l'ai lu peut-être une petite semaine et puis c'était fini. Après, je me suis plus intéressé au truc et puis au final, j'ai redessiné. Ouais, c'est vraiment c'est découvrir soi-même en fait le dessin. Cool. Il y a Fayel qui demande, dans un avenir proche ou lointain, comptes-tu te mettre à la réalisation ou à la création d'une œuvre originale? Oui, j'y ai souvent songé, mais je suis pas pressé de le faire en fait. C'est-à-dire que je veux d'abord me dire dans ma tête, ça y est, je suis arrivé au stade que je voulais techniquement, et maintenant je vais en tout cas un stade minimum quoi. Et après, je vais pouvoir faire de la réalisation. Moi, je pars du principe aussi qu'il y a une différence qui répond aussi à cette question-là entre le Japon et l'Europe, c'est que je trouve que le système de senpai au Japon a du bon dans le sens où pour être réalisateur, tu peux pas être réalisateur en sortant d'école. Tu dois être passé obligatoirement par le statut d'intervalliste, ensuite d'animateur clé, ensuite tu vas commencer à diriger, à corriger, à être l'animateur sur un épisode, après tu vas être réalisateur d'épisode, après à partir de ce moment-là, ouais, tu peux commencer à être réel de série, etc. Et il faut vraiment être passé par différentes couches et du coup connaître un peu les corps de métier que tu vas driver, savoir comment leur parler, savoir le temps que les choses vont prendre. Et ça demande vraiment une grosse expérience. Et c'est ce qui fait un peu la force des réals japonais, surtout de gros réals japonais comme des Satoshi Kon, etc. C'est que ils ont une vraie maîtrise de tout le pipeline avant de songer à être réel. Ouais. Et des fois, c'est ce qui peut pêcher un peu avec des réals en Europe, c'est-à-dire que c'est des gens qui sortent d'école, qui peuvent être très bons techniquement, mais qui sont pas habitués humainement ou qui sont pas habitués à la vraie prod en fait, et ça peut poser des fois des problèmes ou des incompréhensions, et ça peut limiter aussi la qualité de la réal à la fin, parce que la personne n'est pas prête à gérer le truc. Donc il suffit pas d'avoir la bonne idée pour se dire ça y est. Ça. Les compétences elles ont besoin, à mon sens, de se roder avec l'expérience. Parce que les compétences seules, ça va pas loin. L'expérience, ça renforce le tout. C'est vraiment, ça va de pair. Du coup, pour ma part, ouais, j'y songe, mais je le ferai certainement après avoir acquis un peu plus d'expérience quand même. Là, j'ai un certain niveau d'expérience qui est pas mauvais, qui est bon, je pense, mais au bout d'un moment, je pense que j'ai besoin un peu plus d'expérience pour faire ça, mais je compte le faire. Ok, ça marche. Il y a Rezati qui demande, est-ce que tu comptais vraiment aller au Gobelin? Alors je sais pas si la personne te connaît ou quoi. Mais... Ah non, alors ouais, il y a une époque où j'ai voulu aller au Gobelin, et puis une question de temps, d'argent et de niveau au moment où j'ai tenté le concours, bah j'ai pas pu y aller, et du coup bah je me suis un peu résigné en me disant que bon bah c'est pas, de toute façon les Gobelins c'était une école et qu'il y a une vie après l'école, que de toute façon on continue d'évoluer après l'école, que notre progression ne se fiche pas à la sortie d'école. Puis il y a eu des exemples d'artistes qui ont pas fait les Gobelins et qui m'ont impressionné aussi. Et du coup je me suis dit que même si j'avais raté ce truc-là, c'était pas grave. Je comptais continuer. La preuve est que maintenant, mais j'ai déjà donné des cours aux Gobelins récemment depuis que je suis revenu en France. En fait, ça prouve bien que ce genre de blocage, faut des fois se l'enlever de la tête, quoi.
Voilà. Ok. Elle demande également que conseillerais-tu du coup à un lycéen qui voudrait étudier l'animation? Bah, tout dépend. Dans quelle industrie tu veux travailler? Est-ce que tu veux travailler dans l'industrie japonaise? Est-ce que tu veux travailler dans l'industrie américaine, européenne? Moi, ce que je peux te conseiller, si à ton âge, si tu sors du lycée et tout ça, tu dois avoir à peu près 17-18 ans. Chose comme ça, je pense, j'imagine, c'est ça. Ouais, exact. Du coup, si tu veux aller au Japon, première des choses que je vais te conseiller, c'est d'apprendre le japonais. Parce que contrairement à l'Europe, en fait, ta formation, tu vas la faire au sein d'un studio. Ils vont te former en tant qu'intervalliste. Donc tu vas pas payer une école, mais tu vas être payé pour être intervalliste. Pas énormément, mais au final, ça reviendra au même que si tu vas dans une autre ville et que tu payes un appartement et que tu payes la nourriture, bah tu le feras au Japon. Et en plus, tu seras payé. Donc ce genre de choses, ça peut être intéressant. Donc apprends déjà le japonais et essaie de développer un book de ton côté. Regarde un peu le travail qu'ils font au Japon et essaie de coller à ce style-là au fur et à mesure. Améliorer ton dessin, améliorer ta perspective. Ça, Ok. donc mais la langue, ça va être la priorité parce qu'avec la langue, tu vas pouvoir engranger les connaissances qu'on va te donner au studio. Tu vois, ça c'est important. Ah ouais. Et si tu veux travailler dans l'animation en Europe ou en France, dans ce cas-là, t'as pas besoin de t'embêter avec la langue et c'est des écoles qui vont compter, qui vont être importantes. Du coup, qui vont être importantes à un certain niveau, on va dire. Même après, si t'as pas fait d'école, tu peux quand même très bien t'en sortir. Mais dans ce cas-là, ce que je te conseille de développer, c'est ton dessin. Faut énormément dessiner. Faut pas avoir peur de se confronter à tes difficultés techniques et rentrer dans l'art sans arrêt, même si tu sens que tu progresses pas. Continue. Et essayer des choses que tu te sens pas capable de faire sans arrêt. Et quand t'arrives pas à les faire, tu reviens tu décomposes ceux qui les font et tu essaies sans arrêt de te heurter à ces difficultés-là. Et tu évolueras de cette façon-là, je pense. Écouter ce que disent les profs, mais ne pas le sacraliser en partant du fait que c'est une opinion, que tu peux l'explorer, qu'il faut même que tu l'explores, mais que tu n'en fasses pas une doctrine absolue, parce que ouais, en France, on a pas mal de gens qui vont être anti-animation japonaise ou qui vont dire ouais, l'animation européenne et tout, alors que cette animation au final c'est une animation américaine. Donc voilà, donc il faut parce qu'à la base c'est ça. Hein. Donc il faut garder un peu de distance avec tout ça, avec les guerres on va dire d'ego, avec les guerres d'école, on va dire de différentes écoles. Je parle pas des écoles en tant que structure, mais des écoles en tant que pratique. D'accord. Ok. Ah oui. Okay. Et du coup, ouais, rester focus sur ta progression. Acquérir des connaissances. C'est jamais mal d'acquérir une nouvelle connaissance, même si elle est contraire à ce que toi t'as appris. Parce que ça fera que créer de nouvelles connexions dans ton cerveau et t'ouvrir plus à la créativité. Mais, pas perdre de but, pas perdre de vue par exemple, l'endroit où tu veux aller, quoi. Donc du coup, voilà. Je sais pas si ça répond ou si c'est un peu flou, ce que j'ai dit, mais... Non, franchement, c'est clair. Good. Ok. Top. Il y a encore quelques petites questions. Du coup, El Tacos qui demande est-ce que malgré les conditions de travail, ça vaut quand même le coup de travailler en tant qu'animateur au Japon? Alors, c'est un investissement à mon sens. C'est-à-dire que quand tu vas travailler en tant qu'animateur au Japon, tu vas pas être bien payé, tu vas être en bas de l'échelle au départ et tu vas beaucoup avoir à apprendre en fait. Mais comme j'expliquais, c'est un phénomène culturel qui explose et l'animation japonaise, c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment beaucoup. Il faut voir les festivals, comment ils se remplissent, il faut voir les gens comment ils suivent ce qui se passe. Et du coup, c'est peut-être au départ difficile, mais si tu reviens en France avec un bagage pareil, crois-moi que tu vas être demandé. Crois-moi que tu vas te demander et tu gagneras très bien ta vie. Il n'y aura pas de problème. Beaucoup de studios qui sont demandeurs de ce genre de choses, autant pour de la pub que de la série, que du long métrage, il y a beaucoup. Et même du film, parce qu'une fois que tu sais dessiner de cette façon-là, tu peux l'utiliser pour faire du storyboard pour du film. Donc même pour l'industrie du cinéma américain, etc. Donc c'est jamais une perte. Oui. C'est jamais une perte. C'est un investissement. Et du coup, quelles seraient les qualités que doit avoir un animateur? Savoir bien dessiner, déjà, c'est la première qualité. Parce que quand on va te demander de faire des personnages dans tous les angles, contre-plongée, plongée, on va te demander de jouer avec les focales, donc savoir avoir une courte focale, une longue focale sur ton dessin. Faut que tu gères ça.
Donc tout ça, c'est la perspective. Il faut que tu aies une perspective qui soit juste, qui puisse être interprétée par la suite par le gars qui va faire le décor derrière toi, etc. Donc en gros, déjà, le dessin, c'est la première des choses. Si tu veux être animateur, et après, des éléments qui vont te faire sortir du lot, ça va être ta créativité. Tes créativités en termes de mouvement. Donc déjà, les idées de mouvement que tu vas avoir que les autres n'auront pas. Donc aller se référencer toujours, augmenter sa culture en regardant différents types de mouvements, différents types de scènes, différents types de mise en scène aussi qui peuvent jouer, parce que t'as le mouvement mais t'as aussi la mise en scène qui va beaucoup jouer sur la dynamique de ton animation. Et après une culture générale aussi artistique quoi, qui va aussi jouer, parce que des fois certains codes graphiques, certaines choses, tu vas les avoir parce que t'as une culture artistique qui va être plus poussée parce que t'auras vu des choses. Donc développer ta technique artistique et ta technique, on va dire, ta technique brute et tes connaissances artistiques et techniques. Voilà. Ok. Et est-ce que, parce que toi t'es chara designer aussi, tu disais, est-ce que ça va forcément de pair avec le key animateur ou pas forcément? Bah, quand tu sais dessiner, tu sais animer, et quand tu sais animer, tu sais ce qui va faire que ton design va être utilisable ou pas, simple ou pas, facile à interpréter ou pas, etc. Donc du coup, parce que si je suis juste designer sans faire d'animation, que je suis pas habitué à animer, que j'ai aucune notion d'animation, bah moi je vais designer mon personnage avec des détails qui vont être peut-être compliqués à mettre en volume, des choses qui vont rendre le dessin difficilement interprétable pour un animateur, et du coup ça risque de nuire à la prod avec un dessin qui sera pas maîtrisé tout le long. Des fois il vaut mieux avoir un design plus simple, mais bien maîtrisé, et qui soit gérable par tous les gens de l'équipe, quel que soit leur niveau, plutôt qu'un truc trop complexe qui soit où t'as le visage à la fin qui finisse par bouger dans tous les sens parce que chacun a interprété le truc à sa façon. Ok. Donc savoir jauger aussi le niveau de difficulté que tu vas mettre sur ton design, et quand tu sais faire l'un techniquement et que tu te cultives suffisamment, tu sais faire l'autre. Ok, donc le pont il se fait facilement quoi entre les deux. Bah ouais. Après ça dépend parce que moi j'ai vu des animateurs mais leur design ils n'arrivent pas à designer quoi. Ça dépend vraiment des gens. Moi pour ma part ça se fait naturellement parce que je pense que j'ai toujours fait les deux un peu en même temps sans me rendre compte, mais t'as des gens qui ont vraiment développé que l'animation et quand tu vois leur design c'est pas ouf quoi. Donc ça dépend un peu des gens. Ok. Et est-ce que t'aurais un nom de studio français qui ferait ce genre de taf justement sur des séries? L'animation 2D? Ouais. Bah il y a la studio La Cachette qui travaille pas mal sur de la série pour Netflix, avec qui ils ont fait une série qui s'appelle Primal récemment. Donc yes. voilà, donc il y a eux, il y a Bobby Pills aussi qui ont fait Crazy Young, c'est des anciens, il y a des anciens de l'équipe de studio Bobby Pills qui ont fait Last Man aussi, la série Last Man. Ah oui. Donc il y a ça. Après pour de la publicité, il y a des studios comme en France comme Wiz Studio qui font pas mal d'animation 2D avec des collectifs comme le CRCR, etc. Il y a de temps en temps tu peux travailler sur de la 2D avec le studio Cube, même si c'est un studio qui font pas mal de 3D. Moi j'ai été amené à faire pas mal de 2D avec eux aussi, tant sur du FX que sur du perso. Donc après il y a différents studios qui font. J'en oublie certainement énormément, mais voilà, c'est celui avec lequel j'ai pas mal travaillé, on va dire. Ok, cool. Et est-ce que dernièrement t'aurais vu une création, une œuvre qui t'aurait marqué et que t'aurais envie de partager avec nous? À chaque fois qu'on me pose cette question, je me souviens jamais. En fait, je les ai en tête, mais à chaque fois qu'on me pose cette question, je fais genre, il y a un trou qui se crée, je sais pas, c'est un réflexe du cerveau ou quoi. Alors on va réfléchir. Bon, on va dire de façon générale, peut-être pas récemment, mais en tout cas dans les œuvres qui m'ont inspiré, c'est déjà tout le travail de Satoshi Kon, tous ces films, Perfect Blue, enfin il y avait Perfect Blue, il y avait Paprika, il y avait, enfin tous les films de Satoshi Kon de façon générale à regarder. C'était un grand réalisateur et qui a influencé beaucoup de monde. Donc bien sûr ça, le travail du studio 4C avec qui maintenant je travaille. Bien sûr avec Mind Game, avec Amer Béton. En japonais on dit Tekkon Kinkerit pour ce film. Et ouais, ça c'est partie des choses que je pense qu'il faut regarder. Okay. Parce que j'ai vu justement aujourd'hui, t'avais posté une story, mais j'ai posté une story. Alors attends, je fais un petit check. Parce que bon.
Ah, My Hero Academia, c'était une scène de My Hero Academia. Ouais, c'est My Hero Academia, c'est la série à laquelle j'ai travaillé et ça montrait deux plans, un plan fini et un plan en progrès. Donc ça, c'est la série sur laquelle j'ai travaillé, c'est pour ça. D'accord, ok, ça marche. Mais il y a énormément d'animés et de production de qualité. Il y en a énormément à regarder, franchement, c'est un truc, faut un peu chiner, quoi, faut chercher, faut regarder les trucs qu'on aime moins. Il y a aussi beaucoup de trucs un peu cucu, donc faut faire attention. Enfin, faire attention, il n'y a pas de risque, mais ça dépend des gens. Mais de façon générale, moi je vous conseillerais d'abord de regarder Akira aussi, Akira et Satoshi, et les travaux de Satoshi Kon. Ok, ça marche. Déjà, commencer par ça, c'est déjà pas mal. C'est une bonne base. Nickel. Est-ce que tu voulais rajouter encore quelque chose, préciser peut-être des points qu'on a abordés mais pas assez ou que juste c'est vrai que ça peut paraître flippant de travailler au Japon en termes de conditions, tout ça, mais comme je disais, ça apporte beaucoup de choses. Et par la suite, moi, ça m'a permis de faire pas mal de festivals, de rencontrer pas mal de monde. J'ai pu aller faire des festivals à Tours où j'ai été surpris, mais on m'a demandé pas mal d'autographes, alors que je savais absolument pas que cool. Ouais, c'est le genre de truc que tu sais pas en fait en travaillant au Japon, tu ignores complètement ça, puis tu rentres en France et tu découvres ça. Donc ça fait partie des bonnes surprises. Il y a aussi j'ai pu faire des festivals à Dubaï où j'étais invité. On m'a payé tout, je suis allé là-bas, j'avais un hôtel de ouf. Donc t'es constamment en fait invité, quoi. Beaucoup de festivals te demandent et tout. Ça fait partie. C'est quand même agréable parce que du coup tu pars dans des pays à tout frais payé, tu découvres, tu rencontres des gens, tu rencontres des contacts de fous. J'ai rencontré des acteurs. J'ai rencontré un acteur de How I Met Your Mother. C'est pas How I Met Your Mother, c'est Big Bang Theory. Ah yes. Toujours les deux. Stylé. Et c'est devenu limite un pote, quoi, sur Insta, quand on s'envoie des messages de temps en temps et tout. Enfin, donc, tu vois, tu te fais un bon réseau parce que tu vas rencontrer des gens, tu vas. Ok. Donc voilà. Du coup, moi, j'aurais une dernière question. Quel est ton apéro favori? Ouais. Maintenant qu'on peut ressortir maintenant. D'apéro maintenant. L'apéro, quoi. Alors, moi je bois pas d'alcool, mais en général, en fait, à chaque fois que j'allais prendre un équivalent d'un apéro avec mes potes au Japon, c'est-à-dire à l'izakaya, et ben je prenais toujours ça va paraître ridicule, je prenais du thé. Je prenais un oolong cha. Voilà ce que je prenais. Et les gens qui me connaissent vont rigoler en sachant ça, mais ouais, c'est ça. Et pour le snack tout dépendait de ce qu'il y avait, quoi, mais en général ouais, j'aime bien les petits canapés avec genre du saumon, des trucs crème fraîche et tout ça. Validé. Clairement. C'est pas mal. C'est stylé. Ok, voilà. Cool. Voilà. Mon apéro, c'est peut-être pas le plus ouf des apéros, désolé. Écoute, c'est bien. C'est ça. Original. Bah écoute, ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux si jamais on veut checker ton taf? Alors, ma page Facebook n'est plus active. Enfin, ça fait longtemps que je poste plus dessus, ainsi que mon Tumblr. Maintenant, je suis principalement sur Instagram et Twitter. C'est les deux réseaux sur lesquels je poste. Instagram parce que c'est connecté pas mal avec donc toutes les entreprises d'Europe, etc. Et Twitter parce que c'est plus les fans et les studios japonais. Donc en gros, ces deux réseaux sociaux-là, je suis très très présent dessus. Ok. Et c'est quoi ton si jamais sur Insta, Twitter, ouais. Alors c'est MHDART89. Ok, ça roule. Bah merci encore d'avoir accepté l'invitation, c'était super cool. Bah merci à toi pour le temps et à une prochaine fois certainement. Yes. Et j'espère à bientôt. Qui sait. Yes. Ce sera une tuerie de pouvoir concrétiser du coup l'apéro qu'on voulait faire en vrai. Ça pourrait là on va voir comment se passe le déconfinement. Ça a l'air de pour l'instant pas trop mal évoluer, mais bon, on va voir. On verra, ouais. Ça marche. En tout cas avec plaisir une fois que ce sera déconfiné, avec plaisir. Enfin déconfiné pour de vrai, quoi. Ouais, pour de vrai. Ça marche. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis à bientôt, Mehdi. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast.
je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Le-Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook, sur Instagram, @apéromotiondesign et sur Twitter, @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!